Et salut, c'est Alain. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un problème que vous allez rencontrer assez rapidement dès que vous allez vouloir créer des génériques consommés depuis d'autres génériques. Donc c'est un problème qui est complètement lié au système de typage de C Sharp. C'est pas vraiment un problème, c'est la manière avec laquelle il est implémenté et les choix qui ont été faits. Euh, et qui va perturber les personnes qui viennent de Java comme moi parce que ça ne marche pas de la même manière. Donc on va voir ça en détail avec pas mal d'exemples, sinon ça va être difficile à comprendre. Et donc je vais commencer tout de suite. Donc on va commencer par créer une classe générique. Donc je vais appeler euh, ma classe element parce que ça peut représenter n'importe quel élément de votre programme. C'est pas vraiment d'importance ici. Donc la classe s'appelle element, elle a un t avec un type paramétré. On verra au runtime ce que c'est. Et avec juste un membre, une property de type T, je garde le nom par défaut puisque ça n'a pas vraiment d'importance ici. Et donc voilà, donc là j'ai ma classe de base générique et je vais pouvoir l'utiliser. Donc on va créer une variable de type element de, on va dire string, pardon, string égale new et ok, element string comme ça. Donc là j'ai mon element type string, contient un string, je peux consommer un string, tout est typé, c'est super. Alors, disons que, on va dire, je veux une liste de ce générique là, d'accord? Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va dire, ok, donc je vais avoir je vais avoir une liste d'éléments de string. Donc, jusque là, tout va bien. Et je vais faire ça. Et donc, en fait, ici, ça veut dire que je vais pouvoir faire L, add, new element de string, sans aucune surprise. D'accord? C'est, ok, mon notation un peu pétée à cause du point virgule. Ok, donc là j'ai mon élément. Maintenant, imaginons qu'on veuille faire quelque chose euh, comme ça. On veut ajouter un string, mais on veut aussi pouvoir ajouter un integer. Donc on a un integer là. Donc bien sûr là ça marche pas parce que ma collection est de type element string, mais je veux mettre un element int. Donc là les problèmes commencent. On veut absolument faire ça et on peut pas. Donc pour cette raison-là, il va falloir rendre possible. Donc essayons de réfléchir de pourquoi ça marche pas. Ça marche pas parce que ici on essaie de rentrer une instance du type element int dans une liste d'éléments string. Donc ça marche pas parce que en fait element int n'étant pas element string. Euh, Parce que les types génériques, même si le type paramétré a une notion d'héritage peut-être par rapport à d'autres éléments, d'autres collections génériques, les classes génériques en elles-mêmes n'ont aucun lien d'héritage. Donc on ne peut pas faire ça. Éventuellement, on pourrait caster, mais ça va exploser puisque ça marchera pas. Quand on caste, on dit juste au compilateur fais-moi confiance, mais si on lui ment, ça va pas marcher pour autant. Donc voilà. Donc en fait ici, ce qu'on doit faire, donc on est tenté très rapidement de faire ça. Object, object. Mais ça marche plus du tout. Pourquoi? Donc le new marche puisque bon object object ça marche, mais ici les deux add marchent plus du tout. Pourquoi? Parce que comme je disais précédemment, element string ne peut pas rentrer dans un element object malgré le fait que string rentre dans un object. Élément de string ne rentre pas dans un élément object parce que élément de string ne dérive pas de élément object. Donc en fait ici la solution c'est de dire ok alors je vais faire juste element. Alors ouais juste un petit aparté mais c'est très déroutant pour un développeur qui vient du monde Java parce qu'en Java on ferait quelque chose comme ça et ça marcherait. Mais ça c'est juste parce qu'en Java en fait les génériques n'existent pas au runtime, enfin pas trop. Euh, c'est juste plus ou moins des validations supplémentaires par le compilateur. Mais une fois que c'est compilé, basiquement le bytecode, il contient quelque part les éléments génériques pour faire des checks, mais le code qui est exécuté manipule que des objets. Donc en fait, c'est possible en Java, mais c'est pas possible en C# parce que fondamentalement, Element a besoin d'un type. Puisque au runtime on en a besoin. Et on en a besoin parce que par exemple on peut faire new t quand certains cités
respecte certaines contraintes. Et c'est pas possible en Java puisque T n'existe pas au runtime et en C# ça existe. Et puisque ça existe au runtime, il faut le définir. Ok, donc on peut pas faire ça. Par contre, on peut faire ça. On peut faire ça, mais pas vraiment, puisqu'on voit ici que le compilateur nous dit non, c'est pas possible. Et en fait, on peut pas faire ça, pourquoi? Alors ici, on voit bien que Element existe, hein, Element existe, si on fait F12, on arrive ici. Par contre, Element n'existe pas. Et en fait, ça peut paraître déroutant, mais ça a complètement du sens, parce que euh, une classe qui existe en générique et une classe générique, c'est deux types différents. Donc, Element en générique n'existe pas. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le créer. Donc, j'ai juste commenté ce code-là pour le moment, mais on peut le créer. Donc, on va le créer. On va créer une classe Element, comme ça. Et c'est tout. C'est tout. Et donc maintenant, on voit que notre code compile. Mais pour autant, ça ne va pas rendre ça possible. Puisque, toujours pareil, il n'y a pas de relation d'héritage pour le moment. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, élément de T, tu vas étendre élément. Ok, ouais, ça marche. Euh, Ça marche, mais maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est on voudrait mettre en commun my property, d'accord? Parce que ça n'a pas vraiment de sens. Parce que ici, property n'est pas géré dans Element. Enfin, on pourrait faire ça, mais ça a plus de sens de mettre ces property dans Element pour éventuellement la consommer d'une manière ou d'une autre. Donc, on va créer notre property. Vu que c'est pas de générique, on est obligé de la mettre objet. Et on va vouloir faire en sorte que cette classe délègue à celle-là. Ok, donc disons que on va garder ça, mais on va juste déléguer ça. Donc, comment on va déléguer ça? On va juste implémenter ces getsets de manière très simple. Et puis, on va essayer de ne pas tomber dans des pièges. Donc, le get, ça va être quoi? Ça va être un simple return de base.myProperty. Donc ici, on va appeler la property qui est dans base. Ok, bon, ça marche pas, mais on va y revenir. Ici, non, c'est base myProperty est égal à value, ok, la value qui est reçue dans le setter. Alors ici, ça marche pas parce que object, ça rentre pas dans T. On peut lui dire, fais-moi confiance. Alors on peut lui dire, mais fais-moi confiance, oui, mais il y a deux problèmes à ça. La première, c'est que c'est pas vraiment vrai. Imaginons on crée une instance d'element, ensuite on le casse dans T, et ensuite on va pouvoir accéder, on prend un element T, on le casse vers element, donc on pourra manipuler le type element, et donc du coup on pourra lui mettre quelque chose qui est complètement différent, et ensuite quand on va le récupérer, ça va péter, ça va exploser. Donc en fait, la solution à ça c'est de dire, ok, on va dire ça, voilà, comme ça on veut pas autoriser cette manipulation depuis l'extérieur. Ça marche. Mais il y a un autre problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on essaie d'accéder à la valeur alors qu'on n'a pas encore set de valeur dans le parent? Eh ben, le parent va valoir nul et citer vos int, par exemple, on va essayer de caster nul vers int et ça c'est pas possible puisque int peut pas être null. Donc, on va devoir sécuriser ça un peu plus. Donc, on va juste tester si ça égale null. Donc, if null égale base properties. Ensuite, donc si c'est null, on va retourner la valeur par défaut de t, et sinon on va retourner ce qu'on retournait avant, c'est-à-dire base myProperty, comme ça. Et là on est bon, on est quand même pas mal. Là on va quand même avoir quelque chose qui marche. Alors comme vous le voyez ici, il y a un warning du compilateur qui dit pop-up myProperty est déjà défini dans ma hiérarchie, donc on est en train de cacher l'implémentation. Et ça peut être dangereux puisque on va avoir l'impression d'utiliser myProperty du parent, mais en fait c'est celle du fils, parce qu'on est dans le fils, ça crée des complications complexes. Donc il y a un warning pour ça. Mais on peut lui dire non, 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 c'est normal, c'est voulu, je veux que ce soit une nouvelle implémentation qui va cacher, c'est connu. Et vous voyez, c'est assez marrant puisqu'on peut mettre un new dans une définition d'un membre. Et ça c'est assez particulier et peut-être ça existe dans d'autres langages, mais moi je l'ai vu qu'en Java, pardon, qu'en C# pour le moment, ça existe pas en Java. Voilà. Donc voilà une définition. Et donc en fait maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien ça marche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir implémenter tout comme ça. Euh, Tout simplement parce que ici, ça va utiliser
polymorphie du type générique qui éteint un autre type qui est non générique, qui est le type qui est le type passé à la liste. Et donc on peut ajouter ça. Et si vous avez des types communs ici, qui sont publics, on va pouvoir les appeler sur tous les éléments de la liste, dans une loupe par exemple, sans se poser la question de quelle est l'implémentation. Mais d'un autre côté, on a quand même des implémentations qui ont des types génériques qui partagent leurs données avec la type mère de manière plus ou moins sécurisée. Alors bien sûr, hein, si on commence à faire de la réflexion, qu'on touche à ça, ça va pas très bien se passer. Mais bon, généralement, quand on fait de la réflexion, vaut mieux être prudent, parce que on a plein d'effets de bord de ce type-là, si on ne sait pas comment, de manière interne, les éléments marchent. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va juste lancer le débugger. Déjà, on va voir que ça marche. Et pour vous montrer un peu par où on passe. Donc on va mettre un point d'arrêt ici, un point d'arrêt ici. On va, euh, on va créer string. On va peut-être prendre une ligne, c'est meilleur. Donc value it equals new element de int my property. Donc ça ici, ça va créer un element de type int, exécuter la property qui n'a pas de value. Donc on va arriver ici, on va avoir un fallback ici, puis on va rentrer dans le defaulty qui est 0 pour int. Et puis on va prendre autre chose. Par exemple, on va prendre un long, pourquoi pas, c'est pareil. On va créer un nouvel élément, new element de long. On va l'appeler element, comme ça. Et puis ensuite, on va, pardon, on va lui mettre une valeur. Et puis on va l'afficher, pardon. Ah, oui, bien sûr. C'est pas un décimal. Ok, donc c'est bon. Et ensuite, j'aime bien explicit long, mais le cas va se faire de toute manière, c'est pas grave. C'est bon. Et donc ici, donc on a long, et puis on va pouvoir récupérer la valeur d'element. Pardon, elements my property de type long. De cette manière-là. Ok, donc c'est parti. Donc on va écrire du code. On va lancer le débugger, pardon. Ici, j'ai oublié un point virgule quelque part. Sûrement. Et sûrement. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors, on va juste descendre ici. Comme vous voyez, on a une liste ici de taille 2. La liste est type element. Et puis on a bien les types qui diffèrent sur les éléments, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite ici, on va accéder à une valeur par défaut. Donc, on va rentrer ici dans property, qui est bien le type qui est étendu. Ma property vaut nul. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va exécuter defaulty. Et donc ici, default ici sur int, ça sera 0. Donc ça n'a pas explosé, tout a marché correctement. Et donc ensuite, on va faire la même chose en settant une value, getting une value, et voilà. Donc on a bien notre élément de type long ici. Et puis on va rentrer ici, donc la value qui est 42, on va bien la mettre dans le base property qui est ici en fait. Donc hop, donc là maintenant ça vaut bien 42, ce qui est plutôt cool. Et donc maintenant on va la récupérer. Donc pareil, sauf qu'ici property n'est pas null, forcément, il y a set une value qui est là. Donc on va la récupérer en tant que t. Et du coup on récupère 42 là. Et voilà. Donc voilà pour ça. J'espère que ça a été utile. Moi, c'est quelque chose qui m'a posé problème à un moment donné et j'ai trouvé comment gérer le problème. Mais c'est vrai que C# nécessite la création d'un type supplémentaire qui n'est pas générique si on veut les manipuler de manière non générique et ce qui est en fait assez perturbant quand on vient du monde Java, puisque c'est pas nécessairement Java, mais c'est plus parce que Java est pas très développé sur cette partie-là. Donc on a tendance à être un petit peu feignant sur le typage des génériques, mais en fait c'est quelque chose qui a du sens.
et que vous devez savoir si vous ne voulez pas, si vous voulez utiliser le système de typage correctement, si vous voulez l'utiliser tout simplement avec des génériques de cette manière-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire si des choses sont pas claires et je pourrais éventuellement faire une autre vidéo sur les points qui ne sont pas clairs ou parler d'autres choses si vous avez de besoins particuliers sur les génériques ou pas, ou peu importe. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Laissez des commentaires si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre soit directement, soit en éventuellement faisant une autre vidéo. Allez, à la prochaine, bye bye!